Mesdames et messieurs, on va passer à nos discussions. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. Allez, depuis mardi passé, on a quand même constaté une campagne d'explication, de sensibilisation et ma foi de partage du contenu de la loi modifiée concernant justement les dispositions contenues dans le code électoral. D'ailleurs, on a reçu même un invité ce matin tout à l'heure pour encore expliquer. Et on présente le document avec beaucoup d'avantages désormais. Eric, le taux de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. On parle justement de renforcement, par exemple, des partis politiques. En quoi est-ce que cela renforce les partis politiques, ce nouveau test? Parce que ce qu'on leur demande, bien entendu, en termes de pourcentage, de nature justement à les amener à être de grandes formations politiques, et de nature à les amener à des partis politiques plus présents dans toutes les circonscriptions électorales. Vous savez que juste dans un passé récent, l'habitude qu'on avait, on peut ne pas étendre, n'est-ce pas, sa formation politique dans toutes les circonscriptions électorales. On pouvait se contenter seulement du département dans lequel on estime être plutôt populaire, plutôt connu, n'est-ce pas, au détriment des autres. Aujourd'hui, on voudrait justement, dans ce code électoral, que les partis politiques puissent avoir une existence dans tout ce que nous avons comme circonscription électorale. Mais je pense aussi, pour ma part, que derrière ce code électoral, il nous faut voir aussi la fin d'un certain nombre de pratiques qui, pendant longtemps, ont gangréné notre environnement politique. On ne le dit pas suffisamment. Et les acteurs non plus ne sont pas tout à fait sincères à l'endroit de l'opinion publique sur ce qui est parfois dans l'action politique comme pratique qui n'est pas du tout catholique. Vous savez, si 10 ans en arrière, on fait un peu le point de ce que nous avions perdu sur la table des négociations politiques pour satisfaire un parti politique, pour satisfaire un leader politique, pour satisfaire les caprices de X ou de Y parce qu'il est à la tête d'une formation politique. C'est beaucoup d'argent, énormément d'argent, parce qu'il fallait contenter tout le monde. Pour peu qu'on ait réussi à créer une formation politique, qu'on est sur le point de faire une déclaration contre le prince, eh bien, cela n'est pas de nature comment on dit, à permettre à ce dernier d'aller jusqu'au bout de ses idées. On pouvait justement le mettre à l'abri du besoin, le contenter avec beaucoup d'argent, et puis on pouvait passer à autre chose. Donc je pense que ça fait partie d'un certain nombre de choses qui font que, pendant longtemps, nous sommes restés dans un système partisan avec beaucoup de revers. William, pourquoi est-ce que ce code renforce les partis politiques actuels? Avec les différentes explications données par les élus qui ont adopté ce texte, on voit que certains partis seront véritablement renforcés du point de vue de la discipline de groupe, du point de vue de la peur qu'à 2-3 jours des échéances, des gens prennent plutôt une autre route, une autre trajectoire pour s'offrir un autre chemin. Mais d'un autre point de vue, pour la pluralité, la kaléidoscopie de formation politique, moi je ne trouve pas forcément un renforcement de ce système partisan. Parce que vous voyez, en l'état actuel des choses, les dispositions législatives qui ont précédé ces amendements du code électoral établissaient déjà que l'absence à 2 scrutins successifs pour un parti politique sonne son requiem. C'est terminé pour ce parti, il ne va plus exister. Quand ces dispositions existent et que maintenant dans le code électoral, pour lever des sièges à l'Assemblée nationale, il faut territorialement réparti sur au moins 3/5 des circonscriptions électorales, il faut lever 20%. Convenez avec moi qu'il n'y a que les très grandes formations qui vont... Il faut 20% dans chaque circonscription électorale. Et maintenant, quand vous voulez être candidat à la présidentielle, vous devez réunir des parrainages qui
proviennent de 3/5 des circonscriptions électorales. Justement, merci d'avoir levé cet amalgame. Et quand vous avez 20% pour les législatives, je suppose que parce que de très grands partis et que les Béninois adoptent n'auront pas 20%, d'autres formations politiques n'aient pas 20%, que 3 ou 4 aient peut-être 20% et que d'autres n'arrivent pas à avoir 20% sur peut-être 2 élections successives comme les communales, comme les législatives, les autres partis disparaissent. Pour la pluralité démocratique qui est la nôtre, pour le multipartisme intégral dont nous avons parlé, je pense que cela pose problème parce que regardez l'expérience nigériane à côté. 2 partis existent et s'alternent à la tête du pouvoir. Mais les mécanismes juridiques permettent des candidatures indépendantes à la présidentielle, par exemple. C'est-à-dire quoi? Le fait que, du point de vue de leur histoire, ils se sont dit, c'est assez, nous sommes certes plus de 200 millions, mais on s'arrange pour n'avoir que 2 couloirs dans lesquels nous briguons la magistrature suprême. Il y a des mécanismes qui permettent les candidatures indépendantes. Ailleurs, aux États-Unis par exemple, l'hégémonie des 2 grandes formations politiques est plus que séculaire, mais des partis marxistes existent, un parti communiste existe. Cela ne fait pas disparaître les autres formations politiques. Ici, on entend dire que les autres partis vont être des partis de pression. Vont être des partis qui interpellent, qui appuient sur la sonnette d'alarme, qui interpellent. Mais est-ce que d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc quand on est micro-parti, quand on est une idéologie, parce que moi j'entends parti politique par essence par une idéologie, par une façon de voir l'État, par une façon de penser le vivre ensemble de ses concitoyens. Quand on est un micro-parti, certes étendu sur le territoire national, mais que de son idéologie, on n'a pas une grosse masse comme le Parti communiste par exemple, on n'arrive pas à convaincre autant de Béninois qu'il le faut. On est 2 scrutins après, on disparaît. De ce point de vue, et du point de vue également des instruments que nous avons ratifiés, comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose clairement que les peuples ont besoin de cette liberté de choisir le dirigeant qu'ils veulent, et surtout que dans ce contexte, il ne peut pas avoir de candidature indépendante à des élections présidentielles, par exemple. Je trouve que le verrou est trop élevé. Il faut préciser que déjà, pour la discipline de groupe, effectivement, quand on explique d'une certaine manière, on peut comprendre parce que un parti qui, a priori, un membre d'un parti qui, a priori, donne sa voix ou son parrainage à un autre parti politique peut être vu effectivement comme une désobéissance vis-à-vis du parti, mais dans le même temps, il faut aussi se poser d'autres questions. Jusqu'à présent, quand je lis les débats dans les couloirs des partis politiques, on ne parle que de 3 formations politiques. Certes, il n'y a que 3 formations politiques, 3 représentés au Parlement, mais il n'y a pas que 3 au Bénin. Et depuis longtemps, depuis la semaine dernière, je constate que le débat circule autour de l'UPR, du BR et des démocrates. Il n'y a pas que l'UPR, l'UBR et les démocrates. Il y a beaucoup d'autres formations politiques qui étaient aux élections, qui, avec les 10%, n'ont pas pu réunir les 10%. Donc, que le débat se fasse uniquement autour des démocrates, du Bloc républicain ou de l'UPR, je pense que nous sommes en train de passer à côté de ce que certains parlent de l'exclusivité. Effectivement, de l'exclusion, en ce sens que déjà, quand vous voyez la possibilité de certaines personnes à pouvoir parrainer, à pouvoir accorder leur parrainage, leur droit de parrainage. Dans le même temps, on sait qu'il peut y avoir des possibilités de parrainage, mais que d'autres ne pourront avoir, compte tenu de leurs possibilités. Parce que déjà, à ce niveau, il y a les démocrates. On dit que les démocrates ont 28 députés, et donc ils répondent aux normes. Ça veut dire qu'a priori, les démocrates ont la possibilité de le faire. On demande aux autres, dans une certaine mesure, de faire des convenances de gouvernance dans le même pays où les lois, les tests refusent ou interdisent les alliances de partis. Donc, on nous parle aujourd'hui de convenance politique, de convenance de gouvernance, mais
la loi, les textes qui ont été votés, relisez bien, ne précisent pas les conditions dans lesquelles ces convenances de gouvernance et quel sera le statut juridique de cette c'est comme un acte social privé entre deux partis politiques. Pourquoi je demande le statut juridique? Le statut juridique, c'est par rapport aux textes qui existaient déjà et qui interdisent les alliances de partis politiques. Donc vous voyez déjà que nous nous retrouvons face à une alliance. Une alliance permet à deux partis de s'entendre, de proposer une liste, par exemple, une liste de candidatures. Et je suppose, en tout cas c'est ce que je comprends de leur discours, je comprends que l'accord de gouvernance, c'est que monsieur et madame de deux partis différents, qui peut-être ont à peu près les mêmes visions de la gestion du pays, s'asseyent et disent une petite alliance. Voilà. Et quand ils font cette petite alliance là, est-ce qu'elle est interdite par les tests? Ils auront deux listes. Voilà. Vous venez de répondre encore à ma question, parce que là, au vu de tout le monde, la question est posée. Donc je dis, d'une certaine manière, c'est vrai que ces tests permettent d'une certaine manière de discipliner chaque parti politique. Les démocrates sauront désormais que pour aller aux élections, je ne donne mon parrainage qu'à ceux qui sont carrément soit de mon bord ou ceux qui, entre parenthèses, ont concédé des convergences de gouvernance avec mon parti politique. C'est pareil pour le Bloc républicain, pour l'UPR. C'est vrai que ça va d'une certaine manière apaiser les tentatives de débauchage, les tentatives de manipulation des différents membres, parce qu'effectivement, celui qui s'en va, l'élu d'un parti qui, d'une certaine manière, dit qu'il ne se sent plus en odeur de sainteté avec son parti initial, où il a été élu, et d'ailleurs, Assouan Degla l'a dit tout à l'heure, il peut en partant, il doit plutôt en partant laisser son poste ou laisser son droit de parrainage. En un mot, finalement il ne peut pas signer parce qu'il ne pourra pas. Oui, mais s'il laisse le parrainage, il s'en va. Et c'est ça, et c'est là où vous venez justement ma première question tout à l'heure. Je disais, si on a des voies, des possibilités de parrainage et qui sont là et qui sont embrigadées, alors ça profite à qui? C'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi? Vous étiez absent du studio. Vous êtes absent du studio. Religieusement. Oui, mais si vous suiviez religieusement, vous auriez dû savoir à quelle question il répondait en le suivant religieusement. C'est la même question que vous venez de faire. D'accord. Beaucoup disent qu'avec ce test, on a un renforcement des partis politiques qui existent. C'est vrai? Écoutez, moi je pense qu'à un moment de l'histoire de notre pays, nous avons assisté à l'explosion de partis politiques. Il y en avait tellement que parfois on se perdait même dans les appellations, dans tel ou tel, celui qui est le parti politique, le président de tel ou tel parti politique. La situation était devenue un peu préoccupante parce que tout le monde faisait, dans les coins de rue, dans les hameaux, tout le monde faisait la politique, on crée son parti. Dans un petit sac, on a les documents, on circule à les élections, on fait des négociations et après les élections, allez, ça va, tout le monde disparaît, on revient encore sur la scène politique lorsque nous avons une consultation qui est en vue. Et puis, les acteurs politiques, notamment, disons, ceux qui ont assisté, ceux qui ont commencé la politique depuis notamment le renouveau après la conférence, j'allais dire, on a vu qu'il faut introduire des réformes. Et c'est ce qui a amené le système partisan ainsi que la charte des partis politiques que nous avons adopté. J'ai l'impression qu'on va un peu crescendo, c'est-à-dire que degré par degré. Parce que ce qui était contenu dans le système partisan n'était pas aussi corsé comme on le dit actuellement. On a expérimenté ça pendant un temps et maintenant on a senti la nécessité pendant pour ceux 3 ans, vous voulez dire. Voilà, 3 ans. Et ceux qui ont introduit, ceux qui ont voulu penser cette réforme, ont voulu qu'on augmente un peu, qu'on aille sur un autre palier. Moi, je pense que ça va renforcer. Puisque tout le week-end, j'ai eu la chance de suivre encore les explications qui ont été données par les uns et les autres sur la question. Ça ne peut pas manquer ces réactions.
qui disent que c'est trop corsé, il faut ouvrir le jeu politique, il faut ouvrir, donner la chance à tout le monde de pouvoir faire les compétitions électorales. Moi, je pense que c'est des réactions tout à fait normales. Et d'ailleurs, les réactions de la société civile, des opposants et tous ceux qui ont intérêt à réagir sur cette actualité, moi je trouve que leur réaction nous éclaire davantage parce que ça permettra, si d'aventure on devrait retoucher cette loi, et même au niveau de la Cour constitutionnelle, de faire un travail qui puisse parfaire ce qui est fait là. On ne peut pas nous dire que ce qui est fait là, c'est pour le meilleur des mondes, ça va redresser tout ce dont ça va régler tous les maux dont nous souffrons en politique. Ça va régler certainement, ça aura peut-être des limites, mais ce sont des réformes qui sont engagées, des modifications qui sont faites pour éviter un certain nombre de pratiques, comme l'avait déjà dit Eric, la transhumance, on fait du chantage politique, et puis le grossissement du nombre de partis politiques. Je pense que si on les mettait ensemble, ça va donner, le paysage politique sera éclairci. William a fait quand même une belle remarque. Est-ce qu'on aurait besoin encore de hausser le niveau de pourcentage pour voir des partis disparaître, quand l'ancien code a déjà dit si vous êtes absent sur deux élections de même nature, vous disparaissez définitivement. Est-ce qu'on avait besoin encore de lever à 20%, 30%, etc.? Oui, mais on peut également dire, mettons ça, en tout cas, disons-le autrement, pour empêcher les partis politiques, les petits partis politiques qui naissent partout, de pouvoir exister et n'attendre que trois élections pour consacrer leur disparition ou pour constater leur disparition. Et je pense que c'est cela qui est mis dedans, en fait, pour dire, écoutez, lorsque vous n'êtes pas une formation politique assez convaincue, si vous voulez exister, mettez-vous ensemble et formez de grands blocs pour que nous ayons quand même... Avec ce qui est là, ce n'est pas évident que même quand on se met ensemble, qu'on soit vraiment à même de pouvoir avoir les 20%, ma foi, dans toutes les circonscriptions électorales. Quand on voit un peu même la configuration géopolitique nationale, où toujours il y a je dois dire, le poids du lien de sang qui détermine le choix électoral de certaines populations, on n'est pas très sûr que même quand on se met ensemble, qu'on aura 20% partout dans les circonscriptions électorales. Justement, c'est pour ça que j'ai entendu des députés répondre ce week-end. Benoît Degla le disait encore à l'instant à votre question que il est bien possible, ils admettent qu'il est possible que personne n'ait 20%, dans toutes les circonscriptions électorales et ils ont pensé à une annulation probable du scrutin. Pour moi, c'est antidémocratique que de réfléchir de la sorte. Pour moi, organiser des élections, on dit qu'on veut rationaliser, c'est l'une des questions pour lesquelles il faut diminuer. On est allé aux élections générales. On va aux élections générales. Rationaliser les dépenses de l'État, mais on a des dispositions qui nous amènent à des élections dont un scénario possible, c'est l'annulation. Vous savez, les pays dans lesquels on a annulé des scrutins, vous connaissez le sort que les populations ont subi. Moi, je ne le souhaite pas à notre pays. Et sur le fond de la question des 20% par territoire, vous savez, les observateurs de la vie politique, certains ont soulevé un argument qui, pour moi, est d'une certaine taille. L'article 81 de notre Constitution, qui prévoit justement la question du suffrage, du seuil de suffrage à lever au plan national. La Constitution prévoit au plan national. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'avec les amendements, le verrou des 10% est levé parce que, au cas où les 20% ne sont pas recueillis pour un parti, il y a la possibilité, dans les circonscriptions électorales, il y a possibilité de repêcher ceux qui, au plan national, ont recueilli au moins 10%. Donc, je me dis qu'implicitement, le verrou ou le seuil des 10% est maintenu au plan national. Mais voilà qu'on prend des dispositions spécifiques. Oui, le verrou est maintenu. Il est maintenu, mais... On voit d'abord au niveau national si vous avez les 10%. Oui. Si vous avez les 10%, on dit, OK, est-ce que dans les circonscriptions électorales, vous avez 20%? Non, mais c'est vrai que c'est redondant parce que si vous avez déjà 10% au plan national, c'est supposé que vous avez une envergure nationale. Oui, mais pour la compréhension, justement, et pour la compréhension que certains comme moi ont de cet article de notre Constitution, c'est que avec le verrou ou le seuil national déjà, le parti est éligible en matière de décompte de ses suffrages. Mais s'il y a un second verrou qui est territorial maintenant, qui subdivise en 24
le Bénin. Est-ce que cela répond à l'esprit de notre Constitution? La question, les sages vont nous le dire en recours d'inconstitutionnalité ou en contrôle de constitutionnalité. Mais d'une manière ou d'une autre, moi je trouve que ces verrous de plus, quel que soit le renforcement qu'ils donnent au système partisan de part et d'autre, on fait ces petites, pas petites, on sait difficultés de plus, on sait bosse de plus, on sait collines de plus à franchir et qui pour moi ne facilite pas forcément le choix. Allez, on va aborder l'autre point qui justifie, ma foi, cette loi. Ils disent que cela permet d'éviter la transhumance politique, c'est vrai ça, Franck? Oui, a priori. Oui. Ça permet, lorsque vous lisez les dispositions et les explications qui ont été données pour quitter un parti politique et migrer vers un autre aujourd'hui, je pense que les acteurs politiques vont réfléchir par deux fois. Parce que ce qui est mis, surtout lorsque vous voyez, la finalité, c'est de pouvoir participer aux activités du parti politique. Mais lorsque on restreint un peu et on encadre, voilà le mot que je cherchais, on encadre la façon de parrainer lorsque vous restez dans un parti politique. Vous profitez de son ombrage, vous profitez de tout ce qui va avec et que à un moment donné, vous dites non, ceci ne me plaît plus, je dois aller ailleurs. C'est que aujourd'hui, il faut savoir que en quittant ce parti politique-là, vous devez forcément prendre position pour aller vers un autre parti politique. Mais mieux, c'est que vous n'aurez pas la possibilité, comme le font certains, je veux quitter ici et je vais, par exemple, dans un parti B, vous quittez un parti A, un parti B, je pourrais faire tout ce que je veux, ça n'est plus possible aujourd'hui. Si vous quittez un parti de la mouvance, on vous permet d'aller parrainer, par exemple, un autre parti de la mouvance, un candidat d'un autre parti de la mouvance, oui, de la mouvance, et non quitter. Parce que le problème, ce qui fait mal, terrible, hein? Ce qui fait mal, c'est celui qui quitte, par exemple, quand même, cette affaire. C'est celui qui quitte, par exemple, la mouvance pour aller parrainer quelqu'un de l'opposition. Pourquoi il devrait y avoir une frontière étanche entre la mouvance et l'opposition? Si l'opposition fait un truc qui ne me plaît plus, oui, pourquoi je ne veux pas adhérer à la mouvance? Ça fait des plumes de perdu pour le parti que vous quittez. Donc, c'est pour encadrer un peu cela. Parce que certains sont spécialistes du fait. Hein. Si vous lisez un peu l'histoire de notre pays, point oui ou point non, vous les voyez la veille avec un parti A, et déjà le lendemain, ils sont là-bas. Oui, mais là, on est focus, Eric. Là, on est focus sur, ma foi, soit le maire, soit le député qui a le parrainage. Mais les gros acteurs à la base, ceux qui mobilisent, qui haranguent la foule, qui ne sont pas élus, etc., qui peuvent être BR aujourd'hui, demain UPN, vous aviez assisté à cela pendant ces dernières années. Ceux qui sont, ma foi, tapis dans l'ombre et qui veulent forcément être positionnés, qui n'ont pas été positionnés, qui s'en vont dans tel parti ou dans tel autre, en quoi est-ce que ce code électoral va les empêcher de faire le mouvement? Donc c'est à croire que si la transhumance politique est considérée comme un problème, il faut l'encourager. Il faut faire en sorte que... C'est ça ma question? Non, c'est moi qui m'explique. Il faut l'encourager. Si dans la pratique politique, on estime que ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas sage de voir des acteurs politiques pavaner du jour au lendemain, de parti politique en parti politique, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de valeur. Si on considère ça comme un problème, je pense qu'il faut le régler. Si on souhaite aujourd'hui que les partis politiques seront plus forts que des individus, n'est-ce pas, que des individus, et que cela peut sédentariser les acteurs au sein de ces formations politiques, si cela peut nous permettre donc d'évoluer sur ce plan, tant mieux. Tant mieux. Si cela peut éduquer nos acteurs politiques à savoir que je sois ici ou que je sois là-bas, ce n'est plus ça qui définit ma carrière politique, mais c'est plutôt l'ensemble de la formation politique. Je pense que ça peut nous permettre de régler un problème. Oui. Mais avant, rapidement, sur le taux de pourcentage au niveau des circonscriptions électorales, si vous me le permettez, Tanguy, je pense que c'est même là que ça devient intéressant. Si aujourd'hui, je le dis comme ça, comment on dit, le risque des uns peut être l'opportunité des autres. Si la peur de manquer les 20% au niveau de chaque circonscription électorale, c'est une obligation alors pour les formations politiques
de batailler dans toutes les circonscriptions électorales. Vous savez, nous avons connu des élections où on fait une carte et on estime que, bon, telle circonscription, c'est pas trop ma priorité. J'ai pas trop de partisans là-bas. Je concentre mes actions ici. Quand on arrive au pouvoir, vous verrez que ce que nous observons comme déséquilibre dans le choix des projets, dans l'action d'un système, n'est-ce pas, à la tête de notre État, dénote aussi parfois de ce déséquilibre. On estime que je concentre mes actions politiques de développement dans des circonscriptions où on a le plus voté pour moi. Si, avec ce code, un parti politique c'est qu'aujourd'hui, on m'oblige à aller chercher des voix de la première circonscription jusqu'à la dernière circonscription électorale et que je parcours l'ensemble des circonscriptions. Ça fait en sorte que j'ai, comme on dit, une obligation d'action, une fois in fine, après les élections, n'est-ce pas, au niveau de ces circonscriptions électorales. Et pour finir, je pense que c'est une loi. On ne peut pas rêver sur un plateau, espérer que ça va régler tous les problèmes, mais je pense que d'hier à ce qu'on a constaté comme perversité dans l'environnement politique à la date d'aujourd'hui, ça peut nous permettre de faire un pas. Oui, il faut déjà qu'on commence par préciser qu'aucune loi n'est parfaite, tout est perfectible. Et c'est bien de vouloir régler certaines choses pour pouvoir améliorer la vie politique, améliorer l'organisation des élections et surtout la fin des élections, parce que c'est surtout la fin qui détermine tout le reste. Parce que quand c'est pas bien fait, on se retrouve dans des situations post-électorales que nous avons connues, un peu comme ce que nous avons connu par le passé, où il y a eu des gens qui sont toujours en prison. Actuellement, il y a même des personnes qui ont perdu la vie, paix à leurs âmes. Et déjà, ce que nous sommes en train de préparer aujourd'hui, loin d'être juste un jeu, c'est l'avenir de toute la nation et des générations futures qui nous engagent ici tout de suite. Quand on parle du système partisan, d'une loi pour pouvoir contenir la transhumance et tout ça, je me dis, c'est bien. C'est bien de vouloir contenir, parce que d'une certaine manière, il faut effectivement amener les hommes politiques, même s'ils sont souvent sans état d'âme clair, parfois, parce que parfois ils sont là sans idéologie fixe. Et on a vu par le passé, lorsque le système partisan a été voté et puis adopté, on a connu tout cela, et on a vu qu'il y a eu toujours des formes de transhumance. On a vu entre deux partis politiques, si à moi, où l'un quitte le parti A pour le parti B, et qu'est-ce qu'on entend souvent? C'est soit pour des convenances personnelles et tout ça. Donc, mais au fond, qu'est-ce qui justifie tout cela? Tanguy a bien fait de souligner tout à l'heure, il arrive d'un moment où ce n'est pas le candidat que vous voyez, ce n'est pas l'élu que vous voyez, mais surtout des gens qui sont souvent dans l'ombre, qui travaillent véritablement, qui mouillent les maillots pour ces partis politiques. Et qui ont des assises très fortes, très puissantes, et qui du jour au lendemain estiment qu'ils devraient normalement être positionnés. Et ils se retrouvent malheureusement écartés et cette frustration les amène à se dire, écoutez, si c'est comme ça, je vais vers le parti B. Et c'est pareil pour le parti B, pour le parti A. Donc ça veut dire que, est-ce que dans une certaine mesure, cette loi contient vraiment la transhumance? Parce que d'une certaine manière, ce n'est que des lois, les tests restent des tests, et il faut toujours que les hommes s'y accommodent. L'autre chose aussi, quand on parle... Très rapidement. L'autre chose aussi, quand on parle justement du candidat représentatif, sur le plan national, et on dit que cette loi permet aussi de travailler sur le développement réel du pays et tout ça. Regardez, si éventuellement nous devons retenir les 20% tels que c'est prévu aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les élections qui sont passées, Yaya Boni qui est venu dans une certaine mesure, est-ce qu'il aurait pu réellement réunir les 20% dans chacune des circonscriptions? Parce que depuis longtemps, quand j'écoute le débat, très souvent quand on parle des 20% dans les circonscriptions électorales, on a tendance à généraliser en faisant croire que 20% dans toutes les circonscriptions, mais en réalité c'est 20% par circonscription électorale. Dans chacune des 24 circonscriptions électorales, nous devons vraiment faire voir ce qui est là. De toute façon, les sages de la Cour constitutionnelle vont connaître le dossier et pourront vraiment nous dire si elle est conforme à la Constitution. En fait, moi j'aime bien cette volonté d'avoir un système partisan plus assaini, parce que cela nous fait, et sur ce plateau je crois que nous nous convenons là-dessus, ça ne fait plaisir à aucun pays de se voir gouverné par des gens qui, en termes d'éthique et de morale, de comportement, aux plus hautes fonctions, aucune déférence, aucun scrupule. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Maintenant, je pense qu'on a plutôt d'autres stratégies que ces verrous. Ouais, le mécanisme, il y a certains mécanismes incitatifs de cette même réforme du système partisan qui, par le passé, pour moi, ont des plumes qu'on peut apprécier. Par exemple, le financement des
les partis politiques. Quand vous n'avez pas d'élus, quand vous êtes allé au charbon et que les Béninois ne vous ont pas donné leur confiance, vous n'avez pas l'argent du financement, vous n'avez pas l'argent du contribuable béninois pour financer votre activité politique. Et c'est à coût de milliards. Vous voyez, ça ne suffit pas, ça ne règle pas tous les problèmes des partis politiques. Et avec les verrous qui ont existé par le passé, tous les partis devront avoir la chance d'au moins un maire ou de conseillers municipaux dans leur localité n'en ont peut-être pas la chance. Mais ce mécanisme est déjà à un certain niveau. Vous savez, moi je pense que ce qui manque peut-être à cette envie d'assainir le système partisan, c'est un certain consensus et un certain débat. Cette pédagogie actuelle, qu'elle soit en amont. Parce que pour un pays qui est en voie de développement comme nous, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas forcément très grandes idéologies dans la sphère politique. Il y a peut-être 3 ou 4 partis qui doivent exister parce que les libéraux d'un côté qui voudront la libéralisation de l'économie, peut-être des socialistes d'un côté et peut-être un parti centriste au passage. Si on avait, par exemple, tel qu'on en a discuté en 90, on dit non, on est sorti du parti unique, on est sorti du joug, il faut le multipartisme intégral. Je pense que si nous rediscutions aujourd'hui, nous allons constater que nous ne sommes pas au niveau de développement qui a besoin d'un parti écolo, d'un parti de toutes sortes, et donc on peut avoir 3-4 partis sur l'échiquier national et on s'entend là-dessus, on recadre les choses peut-être comme d'autres l'ont fait, mais avec un peu plus de consensus, parce que l'idée aujourd'hui, telle qu'elle se met, c'est cette... On finit avec je dis un mot au profit sur la question du système partisan avec le parrainage. Vous voyez, aujourd'hui, l'élu, quand il ne parraine pas le candidat de son parti pour une raison ou une autre, ne peut pas parrainer un autre candidat. Mais il peut, quand son parti a le chiffre juste comme bloc républicain de 28 députés, il peut à lui seul ne pas se décider. Il ne parraine certes pas quelqu'un d'autre, mais il empêche son parti quand même avec son abstention, parce qu'il n'a pas un mandat impératif, de ne pas avoir un candidat. Et personne ne lui fera un procès. Personne ne peut signer le parrainage Des dispositions comme ça sont dans un cadre législatif. Attention, il y a à dire et à redire là-dessus. Franck, si on considère que le financement des partis politiques constitue une astuce ou un moyen de pression pour discipliner les partis politiques, moi je dis que ça va nous ramener dans un autre envers, dans une autre pratique qu'on a voulu éliminer. C'est-à-dire que vous n'avez pas le financement public qu'on doit vous octroyer, mais là, comment les partis vont fonctionner? On va retourner à ceux qui ont de l'argent, qui vont faire tourner le parti, et ça ne va pas régler le point. C'est eux qui décident. Mais quel problème ça crée au bon fonctionnement du système partisan? Oui, mais là, on n'a pas l'activité politique. C'est la seule personne qui décide. Lorsque vous avez le financement... Que la personne décide, oui. Pour un parti qui n'a aucun élu, aucun représentant, etc., pour qui la population ne vote pas, non, oui, ça gêne qui? Non, mais ça reste un parti sur la liste des partis politiques dans le pays qu'on doit citer lorsqu'on veut évoquer... Ça, ce n'est pas un parti. Oui, mais à quoi est-ce que ça gêne? Moi, je veux voir quel est le dommage que ça crée, que quelqu'un crée son parti, met tout le temps l'argent dedans et que personne ne vote pour lui, mais qu'il continue à voter, à mettre de l'argent dedans, même si on met son nom sur la liste des partis politiques, ça gêne qui? Non, mais est-ce que vous voyez, est-ce que c'est normal ça? Vous avez des gens qui se réunissent et quelqu'un qui décide un matin, il peut dire Alessi William est le secrétaire général. Le président de parti. C'est justement ça qu'il faut éviter à notre pays. Et sur la question des pourcentages, lorsque vous devez avoir 10% au plan national et 20% dans chaque circonscription, moi je pense que cela renvoie à la culture du travail. Vous devez travailler. Il y a des gens, des responsables de partis politiques qui ont des représentants dans les communes qu'ils ne connaissent pas. À la veille d'une consultation électorale, on l'appelle au téléphone. Oui, coordonnateur, je t'envoie tel montant. Ça se passait par le passé. Et des jeunes qui se sont fait de l'argent comme ça parce qu'ils ont accepté dans un hameau où personne n'a accepté être représentant de ce parti. Peut-être pour des représailles, pour une question ou une autre. Alors, il donc c'est des pratiques qu'il faut expliquer. Maintenant, lorsqu'on a le choix entre deux, comme le dit William, vous avez dit qu'il y a des moyens déjà là disponibles. S'il y a d'autres moyens, bon, si les acteurs politiques ont décidé de choisir la gauche ou la droite, ou de choisir la solution verte ou la rouge, bon, c'est eux qui ou sont... la jaune. C'est eux maintenant qui sont je tire, vous savez, quand
Le code électoral va s'appliquer aux acteurs politiques en premier. C'est eux. Si c'est considéré comme une chicotte, ça va chicoter l'ensemble des acteurs. Qui leur donne mandat. Non, justement. Ça régit. Ils ne sont pas en dehors. S'il vous plaît, Je finis rapidement. On finit rapidement. Le code électoral, ça permet aux partis politiques d'animer la vie politique, n'est-ce pas? Donc les acteurs premiers, c'est d'abord eux. C'est eux qui vont à la conquête de l'électorat, c'est eux qui veulent gérer le pouvoir. C'est d'abord eux les premiers acteurs. Si le code est considéré comme une chicotte ou comme une eau bénite, ça va les toucher en premier. Vous savez, quand vous avez un enfant qui a fait preuve de délinquance sur plusieurs années de son parcours, et un jour commence lui-même par retrouver le chemin de l'église, commence lui-même par saluer les aînés, commence par les respecter, en tout cas, commence par emprunter un chemin plus vertueux qu'il utilisait, c'est à saluer, et il faut l'encourager dans ce sens. Je dis ça pourquoi? Quand vous les voyez, quand ils sont... Ah, oui, c'est ça. Quand vous les voyez, oui, ça, quand vous les voyez, 45, c'est dans ce Parlement ce que nous avions entendu des gens dire qu'ils vont prendre de l'argent. C'est dans ce Parlement que nous avons entendu des gens déclarer avec beaucoup de joie qu'ils vont prendre 400 millions, 300 millions. Ça ne les empêchera pas, hein, même avec le code électoral. Ils prendront toujours la vie que pour les formations. Ça, c'est clair. C'est dans ce Parlement que nous avons entendu. C'est dans ce Parlement que nous avions Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Combien coûtait parrainage? Pour un autre numéro.